Bonjour, et je fais une petite tentative de nouvelle vidéo. Je range mon bureau, sachant que le problème que j'ai, c'est que mon appareil photo, le plus récent pourtant, désormais coupe les fichiers au moment du téléchargement, au bout de 19 minutes environ. Donc ça veut dire qu'il faut que j'essaie de tenir 19 minutes. Comme ça fait quand même quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai peur de ne pas y arriver. Alors la solution, ça serait notamment de parler très vite des livres, tant pis, sans chercher à être exhaustif, sans chercher peut-être même à être compréhensible, qui sait. De toute façon, il y a notamment sur la pile des livres qu'il va falloir que je range, mais mon bureau sera quand même totalement explosé parce que j'ai plein de trucs différents partout, des copies à corriger, un projet de traduction à finir, des poèmes d'un poète contemporain français qui est en train de s'auto-traduire en anglais, qui est un grand poète, et voilà, je suis en train de travailler un peu avec lui, voilà, donc il y a plein de choses en fait sur mon bureau, donc c'est pas juste de ranger quelques livres qui va régler le problème, mais enfin voilà, c'est le titre de ces vidéos, donc c'est comme ça, et bien c'est parti, et notamment ça fait 2 vidéos déjà que je remets la présentation de 2 livres, l'un qui est à moi et l'autre que ma mère m'a prêté, donc en plus il faut que je le lui rende. Et ce livre que ma mère m'a prêté, c'est Eureka Street de Robert McLean Wilson. Et c'est un roman de 1997. La couverture porte le sous-titre A Novel of Ireland Like No Other. Alors c'est un livre qui parle surtout de Belfast en fait, qui est un livre à lire je pense pour essayer d'avoir une vision à la fois culturelle, satirique, douce amère, très noire en un sens aussi, des fractures idéologiques, sociales, humaines qu'a impliqué le long conflit nord-irlandais. Et en 1997, bien entendu, le conflit est en cours de pacification, mais enfin on est très très loin encore du compte, et bien sûr les blessures sont très vives et les attentats encore d'actualité. Alors c'est un roman qui est très bien écrit, qui est très drôle, enfin qui est... oui, je disais tout à l'heure, sardonique, noir, enfin voilà, il y a une sorte... Les personnages les personnages et notamment j'allais dire le narrateur, mais je crois qu'en fait c'est quand même un point de vue à la 3e personne, je me souviens plus, non c'est quand même un narrateur. Donc le narrateur et ses meilleurs amis, et notamment son ami qui devient à force d'imposture et de coups de hasard une sorte de businessman hyper riche en fait. Tous ces personnages sont un petit peu à la fois désenchantés, pas sérieux, très haut en couleur, voilà, donc il y a tout ce côté-là qui est très présent dans ce roman, donc je suppose qu'il a été traduit. Il me semble me rappeler que Robert McLean Wilson, il tenait un temps une chronique dans Charlie Hebdo, d'ailleurs j'ai pas vérifié ça, voilà, donc j'avais jamais lu de livre de lui, donc c'était l'occasion, ma mère m'a prêté ce livre et ça m'a bien plu, et je vais vous en lire un extrait qui est un peu méchant, dans lequel il se moque en fait des poètes irlandais, de la poésie irlandaise, c'est très méchant et c'est très drôle à la fois. Chucky coughed and old Arya looked ready to tell me. I dipped into the book to avoid her eye. C'est dans une lecture de poésie. Of course, she put in acidly, I wouldn't expect you to be sympathetic to any writers belonging to the movement, but even you couldn't deny Shegu Gintos's reputation. Is that right? There's a beautiful one of his on the first page, said Max brightly. It was good of a writer of his repute to endorse a book like this, don't you think? I bet I can recite it without reading it. Chucky looked impressed at this. Sometimes satire passed him by. De temps à autre, la satire lui échappait. Eirge bristled. I passed the book to Deasley, open at the first page. Donald adopted a pedagogical expression. I cleared my throat. Et donc voilà, le personnage va réciter un poème qu'il prétend connaître par cœur, et qui est un poète du grand poète irlandais contemporain. Alors je ne sais pas si c'est Seamus Heaney qui est satirisé ou pas, si c'est lui c'est méchant quand même. C'est particulièrement méchant ou particulièrement pas tout à fait approprié, ça n'en est pas moins drôle. Et voilà le poème qu'il récite. The blah blah under the brown blah of the blah blah hedges. I blah'd her blah with the heft of my spade. The wet blah blahed along the lines of the country with all the blah of the blah blah blackberries. I stopped. There was no applause.
Deasley looked at me severely. He tutted. You left out the fifth blood, Jackson. Go to the back of the class and buy me a beer. He chucked the book back to Erge. She looked like she was pissing blood. Jesus, Jackson, your friends are near as bad as you. Do you boys go to asshole support groups at weekends? It was a bad evening. Donc la plaisanterie, évidemment, qui consiste effectivement à réciter un faux poème en mettant des blablabla partout et juste les 3 ou 4 clichés de la poésie irlandaise, les blagues, les myrtilles, les haies, la bêche pour jardiner, etc. Et l'humidité. Voilà, donc la plaisanterie tombe totalement à plat parce que la dénommée Erge, bon, c'est une militante culturelle, culturaliste du renouveau celtique, pro-IRA, etc. Donc voilà. Donc il y a comme ça des passages quand même très à la fois très drôles et très lourds d'un certain point de vue, très pesants, enfin très dur idéologiquement aussi. Hein. Bon, je m'étais noté une autre page, bon, ça se trouve dans le chapitre qui se passe à New York. D'ailleurs, il me semble que le sous-titre du roman, c'est A Novel of Ireland Like No Other, et de manière d'ailleurs assez intéressante, c'est très réussi tant que ça se passe à Belfast, et je trouve les 2 chapitres, je crois qu'il y a 2 chapitres, enfin tout le passage aux États-Unis beaucoup moins réussi finalement, beaucoup plus schématique, y compris dans son humour, y compris dans l'écriture en fait, et dans ce qui se passe avec les personnages. Bon, il y a une satire très forte du Sinn Féin et de Gerry Adams, bon, c'est un roman à clé aussi, hein, je ne l'ai pas dit, c'est un roman à clé, mais bon, voilà, il y a des poètes fictifs, mais qui quand même évoquent des vrais poètes, et puis il y a des hommes politiques fictifs qui évoquent des vrais hommes politiques. Je crois d'ailleurs que le personnage de Gerry Adams s'appelle je sais plus quoi, Yves, donc bon, évidemment, c'est relativement transparent, hein, l'allusion à Adam et Ève, bien sûr. Voilà, donc moins réussi dans la partie américaine, mais voilà, un livre très fort dans l'écriture, puis très drôle, avec des vrais passages drôles. Il y a un côté Angry Young Man, quoi, le personnage principal, le narrateur, et puis c'est l'autre personnage principal, sont un peu comme ça, des figures, un peu à la... Ça rappelle un petit peu aussi le cinéma des frères Cohen, tout ça. Enfin, ces personnages qui sont à la marge et qui sont désabusés, qui sont ironiques, qui sont très cultivés, et qui promènent une sorte de regard à la fois désabusé, critique, et néanmoins passionné malgré tout. Sur la scène politique, sur la scène culturelle. Bon, c'est aussi une histoire d'amour, là encore un petit peu convenu, je n'en ai pas parlé, mais on voit venir un peu la fin, bon, c'est un peu facile de ce point de vue-là. Donc Eureka Street de Robert McLean Wilson. L'autre livre dont je diffère sans cesse le compte rendu dans ces vidéos, c'est Manger l'autre d'Ananda Devi. Alors, Manger l'autre d'Ananda Devi, c'est son tout dernier roman, publié chez Grasset, elle a encore changé d'éditeur. Et c'est un livre qui va forcément déranger, c'est un livre que je déconseille à toute personne qui serait, je sais pas, qui aurait des problèmes de relation à son corps, ou de perte de vision de son corps, des problèmes d'obésité, enfin voilà, toutes ces questions-là sont quand même portées de manière extrêmement... à la fois violente et sans embâge et sans, comment dire, circonlocution, de manière très directe, de manière finalement assez politiquement incorrecte, on va dire, puisque le personnage principal du roman d'Ananda Devi, Manger l'autre, la narratrice, est une jeune fille, hein, c'est une adolescente en fait dans l'essentiel du récit, qui est née, elle faisait 10 kilos je crois, je me souviens plus très bien, mais voilà, elle faisait 10 kilos et elle n'arrête pas de manger. Et sa mère finit par quitter en fait la maison parce qu'elle ne supporte plus de s'occuper de cet enfant qui est une enfant... voilà, qui la renvoie à plein de choses, enfin voilà, elle finit par rejeter cette fille, mais en revanche le père reste lui, et le père en fait persuade sa fille que, alors parce qu'apparemment il y avait, comme ça arrive assez souvent, une jumelle, voilà,
une jumelle dans le ventre qui est morte. Enfin, voilà, il y avait un embryon, un fœtus mort lors de l'accouchement. Et il la persuade qu'en fait elles sont deux. Et qu'en fait, si elle a autant d'appétit, c'est parce qu'elle a besoin de manger pour deux. Et donc le père crée cette fiction que la fille épouse totalement. Et qui fait qu'en fait elle a deux corps finalement. Si elle est aussi grosse, si elle a autant d'appétit et si elle est aussi grosse et si elle devient de plus en plus grosse, c'est parce qu'elle a besoin de nourrir aussi sa jumelle, qu'elles sont deux. Et le père d'ailleurs leur parle à toutes les deux au pluriel, voilà, comme vous êtes jolies aujourd'hui, etc. Enfin, voilà. Donc une situation quand même assez hallucinante, enfin, je suppose malsaine, enfin, je pense qu'on pourrait... quelqu'un qui serait dérangé, et je pense que c'est difficile de ne pas être dérangé, même quand on aime beaucoup l'écriture d'Ananda Devi, qu'on est sensible à la beauté exceptionnelle de cette prose, et c'est ça aussi qui peut être dérangeant, c'est que ça soit aussi beau en étant aussi malsain. Et toute cette situation un petit peu malsaine m'ont fini par déboucher sur une fin qui n'est pas un happy ending, et que je ne vous dévoile pas, mais enfin que le titre révèle peut-être... enfin... Je vais lire un extrait du passage, je tombe dessus par hasard, mais ça tombe bien en fait, un extrait du passage dans lequel la jeune fille est coincée en fait dans la porte, elle essaie de sortir de sa chambre, en fait elle se coince dans la porte, donc elle est tellement grosse qu'elle est coincée. L'heure tourne, mon corps est une symphonie de douleurs. Chacune se fait entendre à tour de rôle dans un solo lancinant, puis toutes s'élancent dans une chorale magistrale. Mon cou, mes jambes, mes bras, mon dos, ma tête, mon ventre, et à l'intérieur mon cœur qui détale, mes poumons qui se compriment, mon abdomen qui se tasse. Je subis une torture à l'ancienne, l'inquisition de ma propre chair. Le supplice de la pierre. Ô Dieu, délivrez-moi. Je gémis, moi qui ne prie jamais. Faites que papa revienne vite. Qu'il ne soit pas tombé en panne, qu'il n'ait pas eu d'accident, n'ait été emmené à l'hôpital sans savoir que sa fille est en train de mourir, qu'il n'ait pas décidé de s'offrir un long déjeuner, commandant ses plats préférés et une bonne bouteille de vin qu'il finira à son aise parce qu'il fait beau et qu'il n'a guère de temps pour lui par ailleurs. Il respire le souffle printanier et il se sent léger. Les clients du restaurant sont comme lui, minces et agréables à voir devant leurs jolies nappes blanches, leurs verres de vin. Les femmes en tenue élégante ou légère et décolletée, sans personne pour les déranger par sa seule présence, personne qui gêne, qui exige d'eux un trop grand effort de tolérance. Soudain tout le haut de mon corps sombre, mes seins s'affaissent sur mes cuisses, ma nuque rentre dans mes épaules. La pression sur les os de mes jambes devient insoutenable. Mon dos se courbe tandis que les bourrelets se multiplient. Je regarde vers le bas, mes seins semblent énormes. Ils sont poussés en avant et reposent sur mes cuisses, rehaussés par un wonderbras surnaturel. Je ne les avais jamais vus aussi imposants, presque voluptueux. Mais ainsi serrés, ils me compriment et m'empêchent de respirer. Mon souffle devient un râle. Je sais que je ne survivrai pas longtemps. Peut-être est-ce mieux ainsi, au moins mourrai-je en me sentant femme. Voilà, sans commentaire. Parmi les livres que je dois ranger ou rendre, en l'occurrence, donc il y avait un livre que je vais ranger en le rendant à ma mère, et puis il y a un livre que je vais rendre à une amie et collègue qui me l'a prêté. Il s'agit d'un recueil de poèmes de Peter Hughes, Quite Frankly, After Petrarch's Sonnets. Et donc en fait, Peter Hughes ne traduit pas Pétrarque, mais il a réécrit la totalité des sonnets de Pétrarque en fait, et il les a réécrits comme des sonnets modernes, c'est-à-dire des sonnets qui parfois n'ont aucun système de rime, mais surtout avec du vocabulaire, avec des situations qui ne sont pas du tout les situations, le vocabulaire de la langue de Pétrarque. Donc ce sont vraiment des réécritures, des adaptations, des brodes à partir du thème de départ. Et je m'en étais noté un, voilà, celui-là est vrai. Alors à chaque fois, il donne le premier vers du poème italien de Pétrarque. Le sonnet 202, à la page 228, donc c'est dans Quite Frankly de Peter Hughes. Io pregato amor, el ne riprego. I'm sorry if I didn't say sorry. About the main things or all those details written in the snow outside your lobby. Of that time I performed on your decking a medley from the Talking Heads songbook, because love is a many splendid thing and rarely a basis for sensible decisions, career choices or venues. Not that you need reminding about this, with your unwavering decorum placed on the plinth of your statuesque wisdom.
which some might find off-putting, but I find wherever I go, so forgive me and also please return my ukulele. Voilà. Peter Hughes, très étrange recueil de poèmes. Kenneth Goldsmith, dont je n'ai toujours pas lu Uncreative Writing et la traduction toute récente publiée aux éditions Jean Boîte, une traduction de François Bon, l'écriture sans écriture. Mais enfin, c'est grâce à ce travail de François Bon autour de Kenneth Goldsmith que j'ai découvert Kenneth Goldsmith. Donc je vous laisse googler Kenneth Goldsmith, je ne vais pas en dire plus. Et donc ce livre, qui je crois n'est pas traduit en français, il faudrait le traduire vite parce qu'en fait ça va quand même assez vite se démoder, au moins dans les exemples qu'il donne. Wasting Time on the Internet, avec ce merveilleux petit chaton et la petite icône de téléchargement en cours. Je ne sais pas si vous le voyez, bon, c'est très drôle comme couverture en fait. Voilà, donc Kenneth Goldsmith, qui est un artiste conceptuel, écrivain conceptuel, poète, mais aussi théoricien de l'art contemporain et même ultra-contemporain, a écrit ce livre pour démontrer qu'en fait, perdre du temps sur Internet est une nouvelle forme d'art, et même à l'envers que ce qu'il y a de plus fort dans les déconstructions artistiques des mouvements contemporains, les gestes du type de ceux de Marcel Duchamp, de Pollock, des gestes warholiens aussi, il parle de l'Oulipo également, tous ces mouvements qui ont traversé toutes les avant-gardes du XXe siècle, en fait préfiguraient la manière dont l'œuvre d'art elle-même, le sens de l'œuvre d'art, ce qui constitue une œuvre d'art, ce qui fonde une œuvre d'art, voilà, est dérangé en fait, ou est reconfiguré par la navigation sur Internet, sur le web. Et donc ça part aussi d'un certain nombre d'ateliers qu'il a pu mener, soit dans différents pays d'Europe, soit principalement dans ses cours à l'université, je crois, dans l'université de New York, je ne sais plus bien, je n'ai pas revérifié. Et donc voilà, parce qu'il a proposé en fait dans des séminaires, dans des groupes, de trouver toutes les manières possibles et imaginables, qu'elles puissent être qualifiées de créatives ou non, de perdre du temps sur Internet. Il y a d'ailleurs la liste des 101 manières de perdre du temps sur Internet. Ça veut dire qu'en fait, en appendice, on a des conseils. Si jamais on ne sait pas comment perdre du temps sur Internet, on a des conseils. Bon, c'est évidemment totalement ironique, là encore, comme geste. Et j'ai corné pas mal de pages, parce que le livre est à moi, donc je peux me permettre de faire ça. J'ai corné pas mal de pages, et ouais, j'ai appris plein de choses, en fait. Il parle d'un très grand nombre de projets artistiques, de films aussi, et c'est vraiment très instructif. Je ne vais peut-être pas lire d'extrait, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est vraiment un livre d'histoire de l'art, quoi. Donc, enfin, entre autres choses, ça incite aussi à aller sur le web, justement, non seulement pour peut-être éventuellement pour tester un certain nombre de ces tactiques. Moi, j'ai pas besoin de conseils pour perdre du temps sur Internet, vous non plus, je pense. Mais ça donne envie, effectivement, d'aller vérifier un petit peu, ah oui, tiens, qu'est-ce que c'est que ce film, qu'est-ce que c'est que cet artiste expérimental, ah bon, qu'est-ce que c'est que ce projet, voilà, donc il y a un peu tout ça. Sur tout ça, bon, il revient sur un certain nombre de grandes figures, les boîtes de Joseph Cornell, par exemple. Bon, voilà, par exemple, il y a tout un chapitre dans lequel il parle de Joseph Cornell comme ayant préfiguré un petit peu l'archivage compulsif et la diffraction systématique des pratiques de navigation à l'ère de l'Internet. Donc tout ça est vraiment intéressant. Bien, voilà, donc c'est Wasting Time on the Internet de Kenneth Goldsmith, j'en parle pas plus aujourd'hui, on va le ranger. Et puis dernier livre que j'ai besoin de ranger, et je pense que je vais dépasser le stade fatidique des 19, je sais pas combien minutes, je sais pas. Donc ça va me foutre les fichiers en l'air et je vais perdre des heures à tout remodeler, mais c'est pas grave. Ça c'est pas une manière agréable de perdre du temps sur Internet, de perdre du temps à remonter un film pourri, mais bon c'est pas grave. C'est un roman de Boubacar Boris Diop que je n'avais pas acheté à l'époque. Boubacar Boris Diop, romancier sénégalais d'expression française, dont je recommande très vivement, je le signale, il doit être quelque part par là, j'ai pas le nom, je vais perdre du temps à essayer de le trouver. Mourambi, le livre des ossements, c'est un des livres les plus beaux, moi je trouve, que j'ai pu lire sur le génocide rwandais, avec comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour Ananda Levi, hein, voilà, c'est très beau et c'est sur un sujet épouvantable en quelque sorte. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un roman plus récent de Boubacar Boris Diop, il date de 2006.
Je l'ai acheté en fait d'occasion, c'était l'occasion. Et c'est un roman, voilà, bon, pas, enfin moi j'ai pas été enthousiasmé plus que ça. C'est une histoire assez atroce là encore, dans une dictature. Alors, moi je commence à être de plus en plus embarrassé ou de plus en plus agacé, je ne sais pas comment le dire, par toutes ces fictions africaines qui sont des atopies, à défaut d'être des utopies ou des dystopies, plutôt d'ailleurs des dystopies. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on invente un pays qui n'existe pas, on donne des noms de chefs d'État qui n'existent pas, avec des ethnies qui n'existent pas, avec des partis politiques qui n'existent pas. On ne peut pas vraiment reconnaître s'il s'agit plutôt du Sénégal, du Cameroun, du Mali, bon voilà. De l'Ouganda, enfin que Congo, que sais-je. Moi, je suis vraiment embarrassé avec ça, parce que je trouve que c'est de plus en plus une manière d'éviter la question frontale de l'engagement politique. Bon, je ne fais pas ce reproche-là spécifiquement à Boubacar Boris Diop, mais je trouve que bon, sur un ou deux livres, deux, trois livres, ça pouvait être fait d'une certaine manière, d'une manière intéressante. Ça peut continuer à créer des œuvres d'art tout à fait honorables. Hein. C'est un roman plus qu'honorable, ce roman de Boubacar Boris Diop. Mais en tant que stratégie politico-esthétique, moi, ça me laisse de plus en plus sur ma faim. Donc si je l'avais lu quand il est sorti en 2006, j'aurais peut-être tenu un autre discours. Là... voilà, je suis moins convaincu. Bon, c'est une histoire en fait qui est suite à un coup d'État et suite à la déchéance du dictateur, d'un dictateur africain, son bras droit militaire, le colonel Asante Kroma, pénètre dans une maison isolée et il découvre en fait le cadavre du chef d'État qui s'était caché, qui avait disparu depuis quelques jours et qui vient juste de mourir. Donc il y a cette situation complètement rocambolesque et il décide lui-même en fait de rester avec le cadavre. Donc ça c'est un petit peu glauque aussi. Ça c'est tout le début du roman et il décide de rester là parce que lui-même a besoin de se cacher du nouveau régime parce qu'il est indésirable au nouveau régime. Donc il découvre le cadavre du président, Nzo Nyekiema, qui vient d'être destitué, qui est recherché depuis plusieurs semaines, et que lui, donc, au premier chef, en tant que chef de la police, était censé chercher. Donc il en profite pour se cacher lui aussi dans cette maison et pour tenter d'échapper au nouveau pouvoir. En fait, ce qu'il découvre, du coup, c'est une sorte de bunker que le président avait fait construire en préparant sa fuite ou sa cavale. Et il l'a construit dans la maison d'une jeune peintre, également un peu prostituée, Mumbi Awele, qui se trouve au cœur de l'intrigue, puisque la fille de cette jeune femme a été tuée dans un meurtre rituel filmé absolument atroce plusieurs années auparavant. Et c'est un meurtre rituel qui n'a pas d'ailleurs réussi à fragiliser ou à déstabiliser le pouvoir, mais enfin voilà, il y a eu tout ça. Donc voilà. Et en fait, il finit par comprendre que Mumbi Awele était la maîtresse de l'ancien président, celui dont il vient de trouver le cadavre, mais qu'elle est aussi désormais la maîtresse du nouveau président, celui dont on pense qu'il a participé au meurtre rituel de sa fille. Et bien entendu, l'objectif de Mumbi Awele, on le comprend un peu, c'est de se rapprocher de ces hommes-là, en fait, pour exercer sa vengeance. Donc une sorte de, je sais pas, de marié était en noir de Truffaut, mais avec une mère au lieu d'une épouse. Bon, je sais pas si ça fait sens, ce que je dis, mais bon, peu importe. Voilà, donc ça c'est la situation globale du roman. Le narrateur c'est le colonel, donc c'est le chef, un des chefs des armées. Et je vais simplement, après tout, en lire un extrait. J'ai corné pas mal de pages quand même, ce qui est plutôt bon signe chez moi. Bon, ça c'est un peu... Ouais, ça je vois, d'accord. Excusez-moi, du coup j'ai... Allez, je vais lire ça. Page 244. Donc, Caféina de Boubacar Boris Diop aux éditions Philippe Rey 2006. 2 jours plus tard, Mumbi vient me trouver. Le corps est en bas. Je lui réponds sur un ton neutre que je m'en étais bien rendu compte. Elle s'était arrangée pour transférer la dépouille mortelle à mon insu à un moment quelconque. J'avais vu le divan du salon vide, creusé en son milieu par le corps de Nyekiema. Des restes d'os traînaient sur le tapis et sur le lit lui-même. Je l'avais alors imaginé tirant seul le corps de Nyekiema jusqu'au souterrain. Après un silence, elle déclare « Ne sois pas choqué, colonel, par ce que je vais te dire, mais c'est toi qui parles tout le temps de vérité. Eh bien, voici ce que j'ai fait, les restes de cet homme, moi, Mumbi Awele, je les ai mis dans un sac et je les ai jetés dans la poubelle.
Je pense bien que j'ai gardé la tête baissée. Voilà, Mumbi a ramassé les restes de Nzoni Kema comme les morceaux d'un canari brisé et les a jetés sur un tas d'ordures. Elle dit encore, voilà ce que j'ai fait et je voulais que tu le saches. En écoutant parler Mumbi, je découvre une forme de peur ou de tristesse ou de honte qui m'était totalement inconnue. C'est bizarre. Ce sont surtout mes doigts qui refusent de se tenir tranquilles. C'est la première fois qu'ils tremblent ainsi. Je croise les bras pour paraître aussi naturel que possible. Ma gorge est un peu nouée. Mumbi, tu te trompes, ce n'est pas lui qui a tué ta fille. Je n'ai pas osé prononcer le nom de Nzoni Kema. Il est devenu lui. Il n'est pas seulement mort, il n'a jamais existé. Un de ses rêves, on se souvient. Le visage de Mumbi s'est assombri et je me suis dit qu'elle allait éclater en sanglots ou laisser exploser sa rage. Elle a au contraire déclaré avec détachement « J'ai vu ce film, colonel, votre fameuse vidéo. Je l'ai vu chez Castaneda, si tu veux savoir. J'ai vu ce que cet homme a fait à mon enfant. » J'ai repensé à la dernière rencontre entre Nzoni Kema et Castaneda. Ce dernier lui avait lancé en guise d'adieu « Débrouille-toi pour la gagner, cette guerre. » À quoi l'ancien président avait rétorqué « Bien sûr, l'assassin de la fillette, ce sera juste le vaincu. » Nzoni Kema ne croyait pas si bien dire. Mumbi Awele s'était fait avoir, il fallait l'accepter ainsi. Ce n'était pas la peine de chercher à réparer les dégâts. Je ne pouvais cependant m'empêcher, en pensant aux lettres bouleversantes de Nzoni Kema, de trouver cela bien affreux, presque insupportable. Voilà, c'était un extrait de Kavina de Boubacar Boris Diop, et ainsi s'achève cette 14e, je crois, vidéo.